Bienvenue dans ce nouveau live du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Donc on est là dans l'espace d'exposition temporaire, alors excusez-moi, on est dans l'espace d'exposition temporaire pour fêter le bicentenaire du muséum. Il y a quelques années, on avait fêté les 50 ans du muséum à Malagnou, et cette année, l'institution fête ses 200 ans, parce qu'en fait, elle est plus ancienne que son implantation dans, dans, dans son bâtiment actuel. Et donc, à cette occasion, il y a 200 trésors, donc des spécimens particulièrement intéressants, scientifiquement rares, voilà, très particuliers, et donc qui ont une valeur, soit patrimoniale, soit juste esthétique, qui sont présentés comme des bijoux dans les vitrines qui m'entourent en ce moment. Alors, il y a déjà des collègues à moi qui vous ont parlé pas mal de vertébrés, de mammifères et d'oiseaux. Et donc moi, aujourd'hui, je vais surtout m'intéresser à moins parler de spécimens, mais en fait à parler des scientifiques qui ont contribué à développer les collections du Muséum d'Histoire Naturelle. On estime qu'il y a à peu près 15 millions de spécimens dans les collections du musée. Et en fait, il y a des dizaines et des dizaines de scientifiques qui ont contribué à développer ces collections et dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, dans ces 15 millions de spécimens, évidemment, ce que vous voyez quand vous venez visiter le muséum, c'est que la partie immergée de l'iceberg et l'essentiel de ces collections sont cachés. Et en fait, le travail de recherche n'est pas forcément quelque chose qui est rendu directement visible quand on vient visiter le muséum, mais c'est vraiment quelque chose d'important dans l'institution. Alors, je vais surtout vous parler d'animaux et un peu aussi de protistes, qui ne sont plus vraiment considérés comme des animaux aujourd'hui, des unicellulaires qui avant étaient un peu traités par les zoologistes. Et puis, je ne vais pas vous parler de minéraux, mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'histoire naturelle. Mais il y aura un collègue à moi, je pense, qui devrait vous parler de ça dans un prochain Facebook Live. Alors pourquoi est-ce qu'on décrit déjà? Parce que je vais vous parler de la description du coup de ces animaux, c'est l'activité principale, enfin une des activités principales du muséum au cours de ces 2 ans dernières années. Pourquoi est-ce qu'on décrit des animaux? Eh bien, c'est pour savoir de quoi on parle, pour commencer. Donc il y a une phrase assez célèbre de Edward Coke qui dit si on ignore le nom des choses, même leur connaissance disparaît. C'est-à-dire que si on ne met pas un nom sur les choses, on ne sait pas de quoi on parle et on ne peut pas en parler. On ne peut pas acquérir des informations scientifiques dessus. Donc c'est pour ça qu'on fait des descriptions scientifiques en s'attachant, à chaque fois qu'on décrit une nouvelle espèce, d'y associer du matériel spécifique, c'est-à-dire un spécimen typiquement. Un spécimen qui fait foi, qui sert de maître étalon, on appelle ça un type. Ça veut dire que pour un nom d'espèce qu'on va décrire, eh ben, il y aura un spécimen qui portera le nom. Et le jour où on trouve un autre spécimen qui semble s'y rapporter, ben, on peut vérifier auprès du premier spécimen si c'est bien la même chose ou pas. Et le Muséum d'Histoire Naturelle a comme ça des milliers de types dans ses collections qui servent de référence d'un point de vue mondial pour déterminer ce que sont les espèces. Alors, ici au muséum, on s'est amusé à faire un truc un peu unique, probablement, c'est de faire la liste de tous les noms qui ont été décrits par des scientifiques de l'institution. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres muséums qui ont ça dans leur tiroir, mais voilà, donc ça demandait un travail avec beaucoup de personnes qui ont compilé par secteur ce que chacun des naturalistes des siècles passés ont pu décrire, et puis compiler tout ça dans une seule base pour voir un peu à combien on arrivait. Et donc, si on regarde la première diapositive que j'avais à vous montrer aujourd'hui, eh ben, on a une somme de 12 361, je crois, noms d'espèces. Donc je parle que des espèces, parce qu'il y a aussi des sous-espèces, des genres, des familles. Donc tout ça, c'est des boîtes de rangement pour le vivant. Mais donc rien qu'en parlant du niveau d'espèces, eh ben, on est à plus de 12 300 noms, avec, vous voyez, deux pics d'activité. En fait, le long de l'axe horizontal, on voit les diverses décennies, depuis 1820 jusqu'à 2020, donc par tranche de 10 ans. Et donc il y a vraiment un pic d'activité autour des années 1850 et 1900, un creux ensuite, voilà, à la période des deux grandes guerres, avec aussi une perte d'intérêt pour la taxonomie, donc la pratique qui consiste à donner des noms aux espèces. Et puis aussi peut-être aussi d'autres disciplines qui prennent un peu leur essor, comme la physiologie ou l'anatomie, qui aujourd'hui ne sont plus gérées par les muséums d'histoire naturelle, et donc on voit un deuxième regain d'intérêt pour la taxonomie à partir des années 60, 1960, jusqu'à nos jours. Alors on va voir si l'essor va continuer ou pas sur la prochaine décennie. Alors si on regarde un peu dans le détail à la diapositive suivante, encore d'après, il y a le découpage par les auteurs qui ont décrit ces noms. Et donc chaque couleur représente un auteur différent. Alors on voit qu'il y a plusieurs générations qui succèdent. Et un des tout premiers auteurs, la petite barre orange qui se trouve en bas à gauche, elle concerne Louis Jurine, en fait un naturaliste qui est mort en 1820, donc l'année du bicentenaire, enfin l'année de la création du muséum. Et donc Louis Jurine, à cette époque-là, il est déjà plus là, mais il y a des travaux posthumes sur les poissons du Léman, par exemple, qui paraissent.
Alors c'est un médecin genevois, Jurine, très connu pour ses travaux dans la médecine humaine, mais c'est aussi lui qui a mis en évidence le rôle de l'ouïe chez les chauves-souris pour s'orienter. Et donc il s'amuse à décrire des poissons du Léman, et notamment un que vous devez bien connaître, qui est la ferra, donc une corégone, la Coregonus ferra, qui en fait est éteinte de nos jours. Donc depuis le début du XXe siècle, en fait, il n'y a plus de ferra. C'est d'autres espèces qui sont consommées et qu'on appelle communément ferra de nos jours, comme la palée ou la varée. Si on regarde la diapositive d'après, dans les collections de, dans les collections de Jurine, voilà. Ici, on voit des collections d'entomologie parce il développe les collections d'entomologie avec ici un scarabée tortue, une sous-famille de chrysomèles. Et puis encore après, normalement sur votre écran doit s'afficher, voilà encore un autre spécimen de Jurine, donc des guêpes. Parce qu'en fait, lui décrit un certain nombre d'hyménoptères et revoit la classification des hyménoptères, donc le groupe des guêpes, des fourmis, des abeilles, sur la base de la forme de leurs veines. Et il y a notamment sa fille, Christine, qui meurt prématurément en 1812, mais qui a fait de nombreux dessins. Et donc c'est une des premières femmes en fait à laisser son nom, on va dire, parmi les naturalistes genevois. Elle est même respectée à l'époque parmi l'académie. Mais voilà, elle ne décrit pas elle-même d'espèces, c'est son père qui le fera. Puis juste encore après, encore ensuite. Ah non, ok, il me manquait. Ah oui, je voulais vous montrer, mais en fait, si tu reviens sur moi, Tony. Oui. C'est dans le livre. Donc Louis Jurine a aussi fait paraître une étude sur les copépodes, donc des petits crustacés du lac Léman, avec ici voilà, une planche, je suis à peu près, mais voilà, sur ce qu'il appelait à l'époque les monocles, c'est-à-dire un seul œil, ou qui sont appelés ici les cyclopes. Et donc voilà, c'est un des premiers travaux, un des premiers noms décrits dans l'époque 1820-2020, mais Louis Jurine n'a jamais vraiment connu le muséum tel qu'il est institutionnalisé aujourd'hui. Alors le scientifique suivant dont je voudrais vous parler, il s'agit vraiment du premier grand naturaliste du muséum, sous sa forme actuelle, on va dire, c'est François-Jules Pictet de la Rive, qui lui va travailler pendant les années 1830 et 1870. Il est à la fois paléontologue, mais aussi entomologiste. Donc il va décrire énormément de fossiles, notamment des invertébrés marins, mais ici je vous ai mis un poisson fossile qu'il a décrit. Donc, et en dessous, une éphémère. Alors l'éphémère qui s'appelle Glaucops. Glaucops, ça veut dire avec les yeux verts. Glauque, ça veut dire vert qui tire sur le bleu. En français, on parle aussi Dieu père, P-E-R-S. Enfin, c'est un peu vieilli, comme le terme glauque aujourd'hui ne veut plus vraiment parler de la couleur. Donc, il décrit voilà, à la fois des insectes aquatiques, des plécoptères, surtout des trichoptères et des éphémères qui ont les larves aquatiques, mais aussi des fossiles. Et vraiment, lui, c'est un des plus grands descripteurs du muséum, parce qu'il est à 900 espèces décrites dans sa carrière, donc c'est assez énorme. Il a même décrit des espèces de mammifères, de reptiles. Voilà, enfin, il a été touche à tout. Il a siégé au Grand Conseil, à l'équivalent du Grand Conseil actuel de Genève. Il a aussi siégé au Conseil national, au Conseil des États. Et à sa suite, il y a deux grands scientifiques majeurs qui vont travailler pendant les années 1850 jusque dans les années 1900. Il s'agit donc de Henri de Saussure, qui est le plus grand descripteur du muséum, loin devant tout le monde. Il est à plus de 3500 espèces, je crois. Vous connaissez peut-être son fils, qui est plus célèbre que lui encore, Ferdinand de Saussure. Donc lui, c'est le père de Saussure. Et il a surtout décrit des insectes. Donc je me fais rire tout seul avec ma blague. Donc près de 1400 hyménoptères, donc les guêpes, les fourmis. Aussi un millier d'orthoptères et plein de groupes qui à l'époque étaient jugés proches des orthoptères. Donc les orthoptères, ce sont les sauterelles, les grillons, les criquets. Mais donc il a aussi décrit des blattes, des menthes et des phasmes. Vous avez des photos normalement qui doivent défiler de différentes espèces. Voilà Henri, avec une guêpe maçonne juste à côté de lui, Eumenes le pellitteri. Ici, voilà, on a un ampulex noir et bleu. Une autre espèce décrite par lui. Et je deviens flou. Ouais. Bah, tu peux continuer. C'est voilà, les hyménoptères, donc c'est son groupe de prédilection. Il en a décrit plus de 1380 espèces. Alors, le scientifique suivant, après Henri de Saussure, qui œuvre exactement à la même époque que lui, eh ben, c'est Perceval de Loriol,
qui alors lui, voilà, vous le voyez en rouge sur le graphique, il a aussi décrit des centaines, un petit peu moins que Henri, qui est le premier de toute catégorie, mais quand même 1600 fossiles marins décrits par Perceval de Loriol dans les années 60, 1860 jusqu'à 1900. Voilà ici une crinoïde, mais aussi des mollusques fossiles, des échinodermes fossiles. Oui. Il y a une question de Samir. Oui. Faut-il tuer la bête pour la décrire? Alors c'est une bonne question. Il y a des scientifiques qui sont amusés à décrire des espèces sans tuer de spécimens. Alors ça peut être accepté, mais c'est parfois mal vu, surtout quand ça coûte pas grand-chose, on va dire, enfin que ça ne met pas en danger la population que de sacrifier un spécimen. De toute façon, on le fait toujours avec beaucoup de discernement. Typiquement, si on doit décrire une espèce de mammifère, on va plutôt sacrifier un spécimen mâle qu'un spécimen femelle qui a plus d'importance pour la pérennité de l'espèce. Alors ça existe du coup des descriptions où il y a des personnes qui ont dit voilà, ils ont capturé une nouvelle espèce d'oiseau, ils ont fait plein de photos, des mesures, des prélèvements, et ils ont gardé quelques plumes et ils ont relâché l'oiseau. Et du coup ils ont pu décrire l'espèce comme ça. Par exemple, je pense, le cas auquel je pense là, c'est le Garrulax des Bougouns, une espèce de petit passereau indien. Il y a aussi des cas où ils ont gardé l'oiseau en captivité jusqu'à ce qu'il meure. Il y a des cas où ils ont essayé de mettre un tracker sur le spécimen. Donc il faut déjà que ce soit un gros spécimen. Hein. Vous imaginez bien que pour un insecte, on se pose un petit peu moins de questions. Et puis voilà, il y a toutes sortes de choses. Il y en a qui ont même décrit des espèces à partir de photos, mais c'est plutôt mal vu comme pratique. On estime que c'est pas fiable une photo pour revenir ensuite comparer plus tard. Puis voilà, donc il y a toutes sortes de choses qui se font, mais généralement on essaye quand même d'avoir un spécimen. Après, on peut aussi trouver un spécimen mort. La dernière espèce d'orang-outan, par exemple, qui a été décrite, qui a été séparée, on avait un crâne qui était à disposition, donc on n'a pas sacrifié un spécimen exprès. On avait déjà du matériel qui peut faire foi. Donc j'en étais à Perceval de Loriol, qui meurt à peu près à la même époque qu'Henri de Saussure, à la fin des années, au début des années 1900. Et donc voilà, après ces deux grands descripteurs d'espèces, eh ben, on voit que le nombre de taxons décrits il chute un petit peu, avec au début des années 1900 quand même Jean Carle qui prend un peu le relais en bleu foncé sur la figure. Et Jean Carle, c'est un spécialiste des mille pattes. Il décrit donc plus de 360 espèces de myriapodes. On a sa photo qui vient juste après, de Jean Carle. Il décrit aussi quelques orthoptères, donc encore les orthoptères, ce sont les sauterelles et compagnie. Ici un phasme qu'il a décrit en 1913. Et puis il décrit aussi quelques colamboles, des petits arthropodes du sol, souvent avec 6 pattes comme les insectes, mais un petit peu différents des insectes pour des raisons que je vais vous économiser. Alors ici encore, on revient sur un échinoderme de Perceval de Loriol qui s'était perdu. Donc une étoile de mer décrite par Perceval de Loriol. Et puis après Jean Carle, donc en même temps, en fait, un contemporain de Jean Carle dans les années 1900-1940, c'est Roger de Lesser, voilà, qu'on voit ici en photo, le premier arachnologiste vraiment du muséum. Donc pour les arachnophobes, je m'excuse. Il y a une vilaine araignée sur la droite. Non, elle est très jolie avec ses pattes avec des pointes. En fait, son nom, Oxyopes, ça veut dire ça, des pattes armées de pointes. Et donc, il décrit presque 300 espèces d'araignées, surtout des araignées africaines. Et donc, il contribue à développer les collections d'arachnologie. Voilà, ça c'était pour Roger de Lesser dans les années 1900-1940. À la suite, donc la génération d'après, on va dire, hein, en jaune là qu'on voit, c'est Charles Ferrière, donc un hyménoptérologiste. Il s'intéresse aux hyménoptères.
pas me voir. Essaye. Ah, je peux, ouais, est-ce que ça marche? C'est bon? Vous m'entendez à nouveau? Très bien. Donc je disais, voilà, Volker Manert, donc, qui est directeur de 89 à 2005, je ne sais pas quand ça a coupé, donc je répète un petit peu. Grand spécialiste donc, des pseudo-scorpions, des petits arachnides sans dard, hein, mais avec des pinces un peu à la façon des scorpions. Il décrit plus de 300 espèces, mais aussi des poissons et des puces. Et en fait, voilà, avec lui, voilà, donc un poisson qu'il a décrit, donc le tétra à nez rouge, qui est assez connu des aquariophiles normalement, et puis en dessous un pseudo-scorpion justement cavernicole, décrit en 2012. Et avec lui, donc, il y a vraiment le retour en force de l'arachnologie. Hein. Il y avait eu Roger Delessert dans les années 40. Et voilà, et donc avec lui donc, revient l'arachnologie au muséum. Il y a des gens qui travaillent notamment sur les acariens à ses côtés, sur les araignées, donc Peter Schwenninger qui est toujours là aujourd'hui, et Lionel Monod qui est là aussi depuis quelques années maintenant, qui travaille sur les scorpions. Donc c'est aussi un des groupes qui est bien couvert par les scientifiques du muséum. Et puis, à la suite de Volker, ah voilà, un pseudo-scorpion d'ailleurs, encore, j'avais oublié. Donc, pseudo-botrus, c'est ça? Pseudo-botrus, Infernus. Infernus, ça veut dire qu'il vient du monde souterrain. Il vient des enfers. Et donc voilà, ça c'est un spécimen, vous voyez la petite étiquette rouge, ça veut dire que c'est un des spécimens qui servent comme référence pour le nom d'espèce. Donc on appelle ça un type. Avec un joli zoom sur ces petites bêtes minuscules. Et donc, on était dans les années 70 à ce moment-là. Toujours dans les années 70, il y a une autre école, on va dire, qui se met en place au muséum qui concerne l'étude des parasites des vertébrés. Donc le tube digestif des vertébrés est rempli, donc des vertébrés sauvages est rempli de parasites. Et dans les années 70, il y a Claude Vaucher et Alain de Chambrier donc, qui se mettent à étudier ces groupes-là, donc les ténias et d'autres groupes de platelmintes, de vers plats. Et en fait, ça continue encore de nos jours avec Jean Mariot par la suite, puis Isabelle Blasco-Costa depuis les années 2010, qui continue à étudier ces collections. Et en fait, le muséum est vraiment devenu une collection de référence dans le monde entier sur ce groupe-là. On estimait il y a quelques années que plus d'un quart des types dans le monde des vers plats étaient hébergés au muséum de Genève. Donc c'est vraiment, voilà, un scientifique qui étudie les vers plats aujourd'hui, ces parasites-là, il ne peut pas ne pas connaître les collections du muséum de Genève parce qu'elles font vraiment référence, elles sont très bien fournies. Alors, vous allez me dire, dans tout ça, on a vu beaucoup d'hommes. Donc, comme le chantait le regretté Patrick Juvet, où sont les femmes dans tout ça? Et donc, si on va juste à la diapo d'après, en fait, il y a les... Non, alors on n'ira pas, tant pis. Donc, on voit, en fait, déjà, je voulais vous montrer qu'il y a 2 personnes qui ont décrit 40% de toutes les espèces décrites au muséum. Il y a 3 personnes qui ont décrit 50% en fait, et 70 personnes qui ont décrit le reste. Et dans les premiers scientifiques dans la liste, on se dit en fait il y a beaucoup de noms masculins. Alors parce qu'en fait c'est une pratique qui traditionnellement a surtout été effectuée par les hommes et c'était un peu difficile, c'était pas forcément accessible aux femmes. Mais depuis quelques décennies, il y a des scientifiques femmes qui ont fait des travaux majeurs. Donc il y a notamment dans les années, la première scientifique engagée au muséum à vraiment décrire plein d'espèces, c'est Ruth Dequerou-Fandes, dans les années 70 jusqu'aux années 90 et puis 2000, qui a décrit plus de 80 espèces d'éponges. Voilà, elle était spécialiste des éponges chiliennes, d'où elle était originaire. Et dans le même temps, il y a quelqu'un, donc il y a une membre correspondante qui n'était pas officiellement engagée au muséum, mais qui a énormément travaillé sur les acariens, Ilinka Jouvara-Bals, donc qui a décrit, elle, plus de 60 espèces d'acariens. Et puis, il y a aussi eu une conservatrice donc, qui a travaillé sur les poissons, à la suite de Volker Manert, dont elle était l'étudiante, Sonia Fischmüller, puis aujourd'hui il y a toujours Raphaël Covin, donc, qui travaille aussi sur les poissons. Et dans les autres femmes dont je voulais parler, excuse-moi Raphaël, il y a aussi Isabelle, du coup, Blasco, dont je vous ai parlé juste avant sur les parasites, qui a décrit de nombreuses espèces de vers plats. Et j'en oublie encore, mais voilà. Et il y a aussi d'autres grands oubliés dans tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est les vertébrés, parce qu'évidemment, les invertébrés, typiquement les arthropodes, les insectes, les arachnides, il y a énormément d'espèces à décrire. Donc,
Donc c'est pour ça que je vous ai parlé surtout des insectes et des arachnides et des vers plats et tout ça. Mais pour les vertébrés, c'est un petit peu plus compliqué, le rythme de description est plus long. Mais voilà, il y a aussi des gens qui travaillent là-dessus et qui vous ont déjà d'ailleurs parlé, Alice pour les oiseaux, Manuel pour les mammifères. J'oublie aussi encore de parler des collègues qui travaillent sur les papillons, donc Bernard Landry, sur les hydraires, il y a Peter Schuchert, sur les mollusques, Emmanuel Tardy, sur les reptiles et amphibiens, Andreas Schmidt. Donc il y a plein de gens qui travaillent dans l'ombre pour décrire le vivant en 2021 encore. Donc moi j'ai fini ici. Si vous avez des questions... Ah, d'accord, j'ai pas le même retour écran. Ah oui, oui. Et ben voilà, on va finir sur un plat de tagliatelle. Donc avec ce magnifique cestode, donc un ver plat récupéré dans l'intestin d'une antilope africaine. Donc voilà, une des spécialités du Muséum de Genève. Bon appétit. Nous avons une question de Rokaya. Combien reste-t-il d'espèces à décrire? Alors c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais on considère qu'il y en a pour encore au rythme actuel, parce que la taxonomie est pas forcément très facile à financer. C'est pas quelque chose qui demande des moyens techniques incroyables en fait, et du coup à vendre, c'est pas forcément quelque chose de facile. Et on estime que donc il y a une pénurie de taxonomistes, donc de gens spécialisés dans les groupes d'animaux qui sont capables de décrire tout ça, cette diversité. Et on estime qu'il faudra encore quelques siècles. C'est difficile de savoir ce qui n'est pas décrit, mais je ne voudrais pas dire de chiffres, mais on parle en centaines de milliers. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser en vous encourageant donc à venir visiter l'exposition Trésor, qui est ouverte encore cette année, et puis à venir aussi éventuellement au Muséum Shop pour profiter de cet ouvrage sur les 200 ans du muséum. Donc en fait, il y a toute une partie où les 200 spécimens sont présentés avec richement illustrés. Donc les 200 spécimens de l'exposition sont présentés. Et puis la première partie, c'est un historique détaillé du muséum, l'histoire naturelle. Et voilà, ce livre, je crois qu'il a une somme assez modique, il doit être à 35 francs à la boutique. Et c'est une bonne façon de découvrir un peu plus de la diversité cachée dans les collections du muséum. Merci de votre attention et bon après-midi.